Bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle table ronde sur la longévité. Je me présente, je m'appelle Philippe Lansal, puis je suis directeur éditorial de la radio RCF, donc je vais animer cette table ronde. Un tout petit mot en préambule pour vous dire que cette table ronde va être enregistrée, sera diffusée aussi sur la radio RCF. Et donc je me permettrai en introduction et même pendant de rappeler pour les auditeurs, les 500 000 auditeurs qui vont nous écouter, avec qui nous parlons, de quoi nous parlons, puisque certaines personnes vont nous écouter à la radio, peut-être dans leur voiture, et nous rejoindront en cours de route. Cette table ronde sera diffusée samedi matin à partir de 11h. Voilà, je voulais juste vous préciser cela. On va prendre quasiment 1 heure d'échange avec nos invités, et puis ensuite vous aurez la parole, soit par un micro qu'on pourra promener, ou via je crois qu'il y aura un numéro où vous pouvez communiquer vos questions. Voilà, donc comme je vous l'évoquais, je vais me permettre d'introduire le sujet auprès des auditeurs qui nous écouteront sans être présents dans cette salle. Et ensuite, nous pourrons démarrer. La France vieillit. Nous le savons tous depuis longtemps, mais en avons-nous réellement conscience? Du moins, dans quelle proportion précisément? Avons-nous bien pris conscience, en effet, qu'un Français sur 3 aura plus de 60 ans en 2050, un nombre qui aura doublé par rapport à l'an 2000. Mais surtout, prenons-nous vraiment en compte cette rupture démographique inéluctable et qui va s'accentuer tant dans nos politiques publiques que dans nos entreprises? Bref, comment notre longévité va changer l'économie dans toutes ses dimensions? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec 4 grands experts assemblés ici à l'EM Lyon Business School à l'occasion des Journées de l'économie à Lyon où nous avons installé nos studios aujourd'hui. Le premier de ces experts, c'est vous, Fabrice Langlard. Bonjour. Bonjour. Personne mieux que vous peut poser le décor de cette évolution démographique puisque vous êtes le directeur général de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Alors expliquez-nous effectivement ce que disent vos études projectives. Quelle est l'ampleur de ce vieillissement en France aujourd'hui, mais surtout à l'horizon 2050 ? Alors bonjour à toutes et à tous. Pour introduire, effectivement, j'ai prévu de vous dire et vous montrer jusqu'à quel point notre population française a tendance à vieillir. Donc j'ai quelques graphiques, mais je vais également évidemment vous les commenter de vive voix. Pour le premier slide, voilà la pyramide des âges française aujourd'hui. Vous voyez, ça ressemble à une toupie et j'ai essayé d'isoler 3 âges de la vie. Vous avez les moins de 20 ans en bas, qui sont donc les enfants et les étudiants, pour le dire simple. Ensuite, la tranche d'âge de 20 à 65 ans, qui sont à peu près les personnes d'âge actif, et puis les plus de 65 ans. Et ce que vous pouvez voir sur cette pyramide des âges, tout d'abord, c'est l'impact du baby-boom qui est devenu un papy-boom depuis maintenant un certain temps. Vous voyez que la tranche des 79 ans, née en 1946, est beaucoup plus à base plus large que les 80 ans et plus aujourd'hui. Et donc, les personnes qui sont nées en 1946, c'est la première génération de ce qu'on appelle le baby-boom, où les générations ont été multipliées pratiquement par 1,3. Et ce, durant une quarantaine d'années. Donc vous voyez en fait que nous sommes aujourd'hui arrivés dans une situation où globalement, ce qu'on appelait le baby-boom est devenu pour la moitié des personnes de plus de 65 ans et pour l'autre moitié des seniors présents sur le marché du travail, dont je suis par exemple. Et ensuite, vous voyez que, si je poursuis, la pyramide des âges des personnes d'âge actif, elle est grosso modo à peu près de même base à tous les âges. Donc on a des générations d'âge actif entre 20 et 65 ans qui sont à peu près de la même taille. Et puis vous avez tout en bas un phénomène nouveau
et inquiétant également, à mains égards, qui est, comme vous le savez, que depuis une dizaine d'années, le nombre de l'indice de fécondité baisse en France. Donc on a une baisse du nombre de naissances forte, qui est un phénomène tout à fait nouveau, parce que pendant longtemps, la France s'est caractérisée au sein des pays européens comme étant le pays qui continuait à avoir un taux de natalité élevé. Et ça n'est plus le cas depuis une dizaine d'années. Ouais. Et les choses se sont accentuées à la baisse, je dirais, depuis l'après-Covid. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça, en termes de pyramide des âges, quand on se projette désormais à un horizon de 15 ans et au-delà? D'abord, le premier phénomène, c'est de dire que vous voyez que les plus de 65 ans, et particulièrement les plus de 80 ans, n'ont pas cessé de croître en proportion dans la population française. Donc la population française vieillit, ça n'est pas nouveau. Encore une fois, les premières générations du baby-boom qui sont arrivées à l'âge de la retraite sont arrivées à l'âge de la retraite entre 2005 et 2010. Mais maintenant, on arrive à des générations nombreuses qui n'ont pas 65 ans, mais qui vont avoir 80 ans et plus. Donc c'est un nouveau type de vieillissement. C'est la première chose à dire. Et puis ensuite, s'agissant des âges présents sur le marché du travail, les 20 à 65 ans, vous voyez que les choses sont à peu près stabilisées à un horizon de 5-10 ans, mais qu'au-delà, donc si vous vous projetez dans 20 ans, typiquement, les jeunes générations qui vont arriver sur le marché du travail dans 20 ans seront nettement moins nombreuses que les générations que nous connaissons aujourd'hui sur le marché du travail. Donc on va avoir un deuxième choc par le bas, probablement dans 20 ans, qui va induire en fait un manque de main-d'œuvre jeune dans la population. Ça, c'est le premier point. Alors, effectivement, une base de la pyramide qui est de plus en plus étroite, on l'a compris, qui est comme une bouteille qui monte et qui se réduit en goulot en haut avec ce papy-boom. Quel impact de ce vieillissement de la population sur l'économie, qui est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui? Alors, il est multiple, mais je vais vous en donner quelques-uns rapidement. Le premier, c'est, vous voyez que si je me projette dans les 15-30 ans à venir, la proportion des personnes de plus de 65 ans rapportée à la proportion des personnes d'âge actif de 20 à 65 ans va augmenter. Donc, c'est ce qu'on appelle le ratio de dépendance. Donc, c'est mon deuxième graphique. Ce ratio de dépendance, donc le poids des aînés rapporté au nombre de personnes d'âge actif en France, a commencé à progresser fortement à partir de 2010 en France, c'est-à-dire à partir du moment où les premières générations du baby-boom sont arrivées au-delà de 65 ans. Et on est en pleine croissance, et cette croissance ne va pas s'interrompre. Elle va se poursuivre fortement, au moins jusqu'à 2040. Oui, la pente est raide. La pente est raide. Et donc, vous voyez aujourd'hui qu'on a à peu près 40 personnes de plus de 65 ans pour 100 personnes de 20 à 64 ans. Mais on sera aux alentours de 2040, aux alentours de 50. Et au-delà, ça devient plus incertain. Ça dépend de différents scénarios. C'est pour ça que je vous ai présenté délibérément plusieurs courbes. Mais il est fort probable que cette courbe continue à augmenter, en particulier si, d'une part, la fécondité ne se redresse pas, et d'autre part, si on continue à avoir des gains d'espérance de vie. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce phénomène de vieillissement, il est lié à ce phénomène générationnel, baby-boom devenu papy-boom, mais il est également lié au fait que, ça c'est une bonne nouvelle, l'espérance de vie en France augmente tendanciellement et elle continue à augmenter. Donc, qui dit dégradation du ratio de dépendance dit potentiellement problème pour l'équilibre de nos régimes de retraite. Premier point. Deuxième point. Maintenant, si je m'intéresse aux seniors très âgés, donc 80 ans, plus de 80, plus de 85 ans, il y a un deuxième phénomène très important, c'est que les jeunes seniors sont en pleine forme et peuvent d'ailleurs avoir beaucoup d'activités et aider beaucoup, mais lorsque vous passez la barre des 80 ou 85 ans, la prévalence de ce qu'on appelle la perte d'autonomie augmente. Et on est précisément à l'aube d'une progression du nombre de personnes âgées en perte d'autonomie parce que les premières générations du baby-boom, encore une fois, arrivent à l'âge de 80-85 ans. Et donc, ça n'a l'air de rien, mais la courbe rouge, c'est le nombre de personnes en perte d'autonomie. Aujourd'hui, on a à peu près 2 millions de personnes en France. On s'attend à ce que ce 2 millions devienne 2 800 000 à un horizon de 2040.
Et parmi celles qui sont en perte d'autonomie, on peut distinguer les personnes âgées en perte d'autonomie très sévère, donc là qui ont vraiment besoin de soins et qui ne peuvent absolument pas s'assumer au quotidien. Et là, vous voyez que c'est plus qu'un doublement, ou un quasi-doublement, pardon, du nombre de personnes qui risquent de devenir en perte d'autonomie sévère entre aujourd'hui et à l'horizon 2040. Et le graphique de droite, vous avez le détail par tranche d'âge, ça n'est pas inutile à regarder. Je distingue les pertes d'autonomie. Pour la courbe la plus basse, le bleu clair, c'est la perte d'autonomie quand on est âgé de 60 à 75 ans. Vous voyez qu'il y en a beaucoup moins, mais surtout cette courbe en projection a tendance à décroître. Celle des personnes en perte d'autonomie entre 75 et 84 ans, vous voyez qu'elle a tendance à croître en ce moment à cause du phénomène du baby-boom, c'est-à-dire du papy-boom. Mais qu'une fois que l'ensemble de cette tranche d'âge sera couverte par des générations du baby-boom, en fait, cette perte d'autonomie va baisser légèrement. Et puis, vous avez la perte d'autonomie des plus de 85 ans qui ne cesse d'augmenter. Et donc, ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est de voir qu'à âge donné, non seulement en France, l'espérance de vie progresse, mais l'espérance de vie en bonne santé progresse aujourd'hui plus vite que l'espérance de vie. Donc ça veut dire que la progression du nombre de personnes en situation de perte d'autonomie en France, elle est exclusivement due en projection au phénomène du papy-boom. Parce que les progrès de la médecine et les progrès de l'hygiène de vie font qu'aujourd'hui, en tout cas, on constate qu'à âge donné, la perte d'autonomie régresse légèrement. Donc une explosion du nombre de personnes dépendantes. Exactement. Et donc des besoins évidemment de soins. Derrière, ça dit des choses sur les besoins en termes d'offres de travail, en particulier dans les métiers du soin. Mon troisième point, j'irai très vite parce que c'est facile à comprendre. Le vieillissement de la population, ça a aussi des conséquences sur les dépenses évidemment de santé. Les dépenses de santé par âge, à gauche, vous avez un graphique qui distingue par tranche d'âge, de 5 ans à 5 ans. D'une part, les dépenses de santé des personnes qui sont dites en ALD, en affection de longue durée. Donc les personnes qui ont des besoins de soins importants. Et vous savez qu'en France, les personnes en affection de longue durée sont prises, pour le dire simplement, à 100% par la Sécu. Et vous voyez que les personnes en affection de longue durée, quel que soit l'âge, vous avez la dépense de santé annuelle, c'est, disons, à peu près plat. Et puis vous avez les personnes sans affection de longue durée. Là, ce sont les courbes orange. Et vous voyez là, évidemment, que la progression des dépenses de santé est évidemment forte avec l'âge. Et le dernier graphique de droite, qui est très important, c'est qu'évidemment, la prévalence des personnes en affection de longue durée croît fortement avec l'âge. Donc en fait, lorsque vous mettez bout à bout ces trois courbes, vous comprenez que le vieillissement de la population, particulièrement le vieillissement qui est devant nous, va induire mécaniquement une progression des besoins de dépenses de santé. Et mon dernier point, c'est un point qui concerne un autre sujet, mais qui est très important en économie, qui est celui du patrimoine. Le patrimoine, comme vous le savez, est à la fois très concentré, en tout cas plus concentré que les revenus dans la population française, mais surtout, il n'est pas détenu, il est détenu par des générations, disons, qui sont plutôt plus âgées, donc il est détenu par, on va dire, des personnes de plus de 50 ans qui sont encore sur le prénom du travail et des personnes de plus de 65 ans. Alors, ce que vous avez sur ce graphique, il y a plusieurs courbes, je m'en excuse, c'est des niveaux de patrimoine. Les courbes jaunes et les deux courbes bleues représentent les types de patrimoine. Vous avez du patrimoine professionnel, du patrimoine immobilier, du patrimoine financier répartis par tranche d'âge. Et la somme de ces trois courbes, c'est la courbe rouge en trait plein, qui date d'une enquête faite par l'INSEE en 2021. Et vous voyez aujourd'hui que les générations qui détiennent le plus de patrimoine étaient en 2021 des générations qui étaient grosso modo entre 65 et 75 ans. Et les courbes rouges en pointillés sont les mêmes courbes il y a quelques années. Et vous voyez du coup que la détention du patrimoine, en fait, elle se déplace vers les générations les plus âgées. Parce qu'il y a aussi un phénomène générationnel. Les générations dont nous parlons aujourd'hui, qui sont âgées, disons, typiquement entre 55 et 75 ans, sont les générations du baby-boom. Et les générations du baby-boom sont celles qui détiennent beaucoup de patrimoine en France. Ça veut dire que lorsqu'il va y avoir un surcroît de décès, on est sur cette lancée-là, la problématique des transmissions de patrimoine est également importante. Voilà, donc 4 impacts, Fabrice Lancard, si je résume, sur le rapport actif et senior, avec un enjeu sur les retraites,
un impact sur les dépenses de santé, un impact sur la dépendance et l'explosion du doublement des personnes dépendantes, et puis un impact sur la transmission du patrimoine. On va poursuivre l'analyse, merci pour avoir posé le décor démographique de l'INSEE, Fabrice Lenglart. On poursuit l'analyse de l'impact du vieillissement de la population sur l'économie avec vous, Dorothée Rouzet. Bonjour. Bonjour. Dorothée Rouzet, vous êtes chef économiste à la Direction générale du Trésor, donc au sein du ministère de l'économie. Je précise que la Direction générale du Trésor, pour ceux qui ne le savent pas, a pour mission au service du gouvernement de suivre la conjoncture économique, d'élaborer des prévisions de croissance, de compétitivité, d'emploi, et de fournir au gouvernement des pistes de réforme dans le champ des finances et des dépenses publiques, des politiques sociales. Dorothée Rouzet, on vient de poser le décor de cette rupture démographique présente et à venir. J'aimerais qu'on regarde avec vous l'impact de cette longévité sur l'économie, peut-être d'abord d'un point de vue macroéconomique. Quel impact ? Alors, il y a en fait différentes catégories d'impact en un sens. Quand on regarde quels sont les effets sur la croissance d'une société vieillissante, il y a deux principaux canaux en un sens qui sont le marché du travail, c'est-à-dire le volume d'emploi dans l'économie, et l'autre qui est la productivité, c'est-à-dire combien en moyenne chaque personne employée produit. Alors le principal, c'est quand même celui du marché du travail, et je pense qu'on y reviendra abondamment dans cette table ronde. D'une part, parce que vient de montrer Fabrice, c'est-à-dire qu'on a moins de personnes en âge de travailler, disons, de manière conventionnelle, on dit entre 20 et 64 ans, parmi l'ensemble de la population. Donc c'est moins de personnes qui sont susceptibles de travailler. Et donc, à population donnée, on produit moins. Et d'autre part, même au sein des personnes en âge de travailler, on a un déplacement de la structure des personnes employées vers des cohortes un peu plus âgées, avec plus qui ont entre 50 et 64 ans, là où le taux d'emploi est plutôt plus faible. Alors, ce n'est pas une fatalité sur ce deuxième point. Hein. C'est d'ailleurs, ça a augmenté assez vite. Le taux d'emploi des personnes entre 50 et 64 ans aujourd'hui, il est d'environ 68%. C'était 5 points de moins il y a 5 ans. C'était 13 points de moins il y a 15 ans. Donc ça augmente vite à la fois parce qu'il y a eu des réformes, à la fois en termes d'incitation, de recul aussi de l'âge de la retraite, et aussi par une des choses qu'a montré Fabrice, qui est que l'espérance de vie en bonne santé s'allonge, mais on est aussi en meilleure santé aujourd'hui à 50, 55 ans ou 60 ans qu'à la génération précédente. Et ça a aussi joué. Et ensuite, pourquoi ce n'est pas une fatalité ? Parce qu'il y a pas mal de leviers pour essayer d'aider ces personnes à rester sur le marché du travail ou de compenser par ailleurs par le taux d'emploi des jeunes, des femmes ou d'autres leviers. Mais ça reste, je dirais, un impact assez important, mais encore une fois, qui n'est pas complètement une fatalité dans l'ensemble de ses composantes. L'autre aspect, c'est la productivité. Et là, je dirais presque ce qui est intéressant quand on regarde les études, c'est que en fait, l'effet, il est assez ambigu. Oui, les seniors sont-ils plus ou moins productifs ? On aurait plutôt tendance à penser qu'ils le sont moins. Alors, on a tendance à penser qu'ils le sont moins, et il y a effectivement des raisons pour cela, c'est-à-dire qu'on est les capacités physiques pour les métiers physiques, parfois cognitives pour certaines tâches déclinent avec l'âge. On a aussi les personnes qui ont été formées il y a 30-40 ans, ont des compétences qui sont moins en phase spontanément avec les besoins du marché du travail. Mais en face de ça, il y a aussi les gains de l'expérience. Il y a aussi, de nouveau, en fait, le fait que l'espérance de vie en bonne santé s'allonge fait que la productivité des personnes qui arrivent plutôt à la fin de leur carrière est meilleure au fil du temps. Donc, au niveau, je dirais, des individus, des professions, ça dépend quand même justement pas mal de quel métier on fait. La productivité des managers, des professions intellectuelles a plutôt tendance à augmenter avec l'âge. La productivité des gens qui ont des métiers très physiques, forcément, elle a plutôt tendance à décliner avec l'âge. Et puis, il y en a beaucoup pour lesquels c'est neutre. Et peut-être un dernier mot sur la productivité, il y a aussi des effets justement qui sont plus macroéconomiques au niveau de l'ensemble de l'économie, et là qui sont plutôt négatifs. Qui viennent aussi de notamment la consommation des seniors. En fait, quand on vieillit, quand on est à la retraite, on consomme plus de services, moins de biens. En général, vous avez déjà vos biens d'équipement, etc. Vous consommez plus de loisirs, de services à la personne, etc. Et c'est des secteurs où il y a moins de gains de productivité. Donc ça tend aussi à orienter la structure de l'économie d'une manière où les secteurs à moindre gain de productivité prennent plus de place. Alors on voit que la productivité, donc suivant les secteurs, n'est pas forcément plus basse. Il y a quelque chose qui est assez surprenant aussi, Dorothée Rouzet, c'est la capacité des personnes plus âgées à entreprendre. Là aussi, c'est surprenant. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, là aussi, c'est...
je pense qu'on a l'image que l'entrepreneur, l'innovateur, ou l'entrepreneur, c'est un jeune de 25 ans. En pratique, c'est un peu plus compliqué. Alors c'est vrai qu'on a moins d'entrepreneuriat après 50 ans, mais surtout on a un entrepreneuriat un peu différent. Déjà, moins de micro-entrepreneurs que parmi les plus jeunes, plus d'indépendants, je dirais classiques, qui créent leur entreprise. Et surtout des obstacles qui sont un peu différents. C'est-à-dire que quand on est... Et au fond, quand on y réfléchit, c'est assez intuitif. Quand on est plus avancé dans sa carrière, bon, on a plus d'expérience. Donc quand on monte une entreprise, on a peut-être plus de chances que ce soit un succès. On a en général plus de capital financier à y investir, ce qui aide aussi au succès. Plus de capital social, de réseau, de contacts qui peuvent vous aider à trouver des fournisseurs, des clients, des débouchés. En revanche, on a aussi plus d'aversion au risque. Et donc ça, c'est un frein à l'entrepreneuriat. Donc l'un dans l'autre, on a un peu moins d'entrepreneurs après 50 ans, mais sans que ce soit, sans que ce soit un déclin fort. Et l'entrepreneur moyen est plutôt dans sa quarantaine. Peut-être un point là-dessus qui est intéressant, c'est aussi que le fait de passer à une activité indépendante, parmi les gens qui ont des métiers, alors il y a eu des enquêtes par exemple, qui demandent aux travailleurs, est-ce que vous jugez que vous êtes capable de faire votre travail jusqu'à la retraite, ou est-ce que vous jugez que vous êtes capable de faire votre travail actuel encore 3 ans ? 3 ans, c'est pas beaucoup. Mais il y a un certain nombre de personnes, et quand on réfléchit à l'allongement des carrières, c'est quand même quelque chose qui est important, qui jugent de ne pas être capable physiquement ou de faire leur travail pendant 3 ans. Un des facteurs qui fait beaucoup baisser cette réponse négative, c'est le fait de passer à une activité indépendante, parce que ça donne sans doute plus de flexibilité, plus d'épanouissement. Donc c'est vrai que c'est une piste intéressante aussi pour réfléchir à l'allongement des carrières. Alors, on va poursuivre l'analyse de cette longévité sur l'économie avec une autre économiste, Katharina Gouland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, rattachée à la Toulouse School of Economics. Vous êtes spécialiste en tant qu'économiste des maladies chroniques non transmissibles, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et les cancers, qui représentent aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Et vos travaux portent notamment sur la réflexion sur des politiques publiques de prévention de ces maladies et aussi la redéfinition du système de santé. On évoquait avec Fabrice Langlard de l'INSEE tout à l'heure l'impact de cette longévité sur les politiques publiques en matière de santé, en particulier de dépendance. Vous, l'experte économiste des politiques de santé, comment vous analysez cet impact du vieillissement de la population et quel est l'enjeu concernant une politique de prévention justement pour limiter l'impact sur les dépenses de santé ? Bonjour à tous. Donc, la première chose, c'est que le vieillissement n'est pas une catastrophe. Hein. C'est très bien. Moi, j'aimerais bien vivre longtemps. Je ne veux pas mourir tout de suite. Je veux profiter de la vie. Donc, ça, c'est la première chose. Mais après, on est quand même un peu tous surpris parce que, en gros, moi, par exemple, je suis née au Portugal. Je suis portugaise. Donc, on m'a dit, vous avez une espérance de vie d'autant quand vous êtes né. Et aujourd'hui, on me donne la bonne nouvelle que mon espérance de vie est de 10 ans de plus de ce que j'aurais espéré tout au début. Okay? Donc là, je fais mes choix de vie, mes choix de consommation, d'épargne, de ceci, de cela, de travail, en pensant que je vais mourir à 80 ans, en moyenne. Okay? Et peut-être que je vais mourir beaucoup plus tard. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, il y a une surprise, mais il faut gérer cette surprise. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cette surprise, ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour beaucoup de monde comme ça. Si on peut peut-être en parler d'une surprise de société, à laquelle il faut s'ajuster. Donc, une espérance de vie, c'est une moyenne. Donc, moi, je ne sais pas, mais une personne va vivre un petit peu plus que la moyenne, l'autre, elle va vivre un petit peu moins que la moyenne. Mais ce que Fabrice nous a montré, c'est qu'en moyenne, tous ces gens-là vont vivre beaucoup plus longtemps qu'avant. Donc, si vous avez 50 ans, c'est 10 ans de plus de ce quand vous étiez né. Donc, ça, c'est la première chose. Après, ce que ça veut dire aussi, c'est que cette surprise fait que nos choix de vie ne sont pas adaptés à cette surprise. Donc, on a consommé d'une façon, on a fait des calculs de travail, de retraite, de ceci, de cela, de santé aussi. Donc, tous les sodas que j'ai mangés en petite, tous les dents que je n'ai pas bien brossées, je ne m'attendais pas que mes dents devraient dépasser les 85 ans. Donc, il y a des choix
qui ont fait plus jeunes, qui vont affecter notre vie plus tard et on va être peut-être vivant. Okay? Donc ça, c'est la première chose. Donc là, comme il y a beaucoup de monde dans cette situation, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais en fait, tout ça, ça s'appelle, c'est une sorte de défiance du marché, donc on n'est pas capable de prévoir tout ce qui va s'arriver, on n'a pas toute l'information et nos choix ne vont pas être optimaux. Ce dont on a besoin, c'est du gouvernement de nous aider à aller vers ces bons choix. Okay? Mais on peut aussi faire des choses. Donc en fait, on se pend, on y arrive. Donc si on veut, donc là, je pense que la façon de faire, c'est de partir des décisions individuelles. Et donc on doit se demander aujourd'hui. Donc on regarde loin devant et on essaye de faire une rétrospective de comment devraient être nos actions et nos choix de vie. Donc imaginez-vous aujourd'hui, vous imaginez un vieux ou vieille, ok? Et donc, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie de vieille ou de vieux? Et la première chose que moi je veux, et vous aussi j'imagine, c'est on veut être vivant. Okay? Donc, je veux être un vieux ou une vieille vivante. Et peut-être en bonne santé aussi. Et aussi en bonne santé. Ouais. Okay? Mais déjà vivante n'est pas évident. Okay? Donc déjà vivant n'est pas évident. Donc pour la majorité, ça arrive. Mais il y a beaucoup de différences entre les personnes. Donc déjà, la traditionnelle homme-femme de quelques années, mais aussi si vous pensez à un homme de 35 ans aujourd'hui, il est diplômé, okay? Il a une espérance de vie, donc il espère vivre plus 8 ans qu'une personne qui n'a aucun diplôme, un homme aussi. Okay? 8 ans, c'est beaucoup d'années, hein? C'est vraiment beaucoup de temps. Il y a vraiment une fracture sociale importante par rapport à la longévité. Donc, première chose, c'est qu'il faut aussi comprendre et avoir une petite sensibilité sociale, de se dire qu'une personne qui espère vivre jusqu'à 75 ans, donc le monsieur de 35 ans sans diplôme, n'a pas la même perspective de décision, ne va pas faire les mêmes décisions que le monsieur qui espère vivre jusqu'à l'âge de 83 ans, okay, de 35 ans. Donc, les décisions vont être différentes. Je reviens à l'impact économique, pardon, Katharina Gouland, parce que j'entends dans votre propos l'enjeu d'une responsabilité quelque part individuelle et collective sur comment on gère cette vie qui va être plus longue. Et ce que j'entends, c'est que pour revenir au point de Fabrice Langlais et de Dorothée Rouzet sur les politiques de santé, c'est qu'il y a un enjeu et une responsabilité collective de se dire comment l'État peut-être donne les conditions pour que ces populations soient effectivement au maximum en bonne santé et que de fait, les dépenses de santé soient minimalisées. Enfin, il y a quelque chose de gagnant-gagnant à inventer pour que l'impact économique soit le moins fort possible. Comment vous regardez les choses en la matière ? Donc là, c'est le deuxième point que vous avez évoqué, c'est qu'il faut arriver vivant et en bonne santé. Okay? Donc, c'est assez simple. Donc, imaginez une ligne, une droite qui commence à 0, vous êtes né. Et donc, l'objectif, c'est de prolonger cette droite le plus loin possible. C'est l'espérance de vie. Et dans cette droite, imaginez des petits trous noirs. Quand vous cassez un bras, quand vous avez du diabète, quand vous avez un cancer. Okay? Donc, ces petites périodes noires, c'est des périodes où vous êtes malade. Si vous enlevez à toute votre ligne de vie ces petits trous noirs, c'est votre espérance de vie en bonne santé dont vous avez parlé. Et on peut faire deux choses. Donc, c'est mettre la droite le plus loin possible. On a des gains de vie. Mais surtout, ce qu'on peut faire, c'est éliminer les trous noirs de cette droite. Et Fabrice a dit, en fait, les gains aujourd'hui sont surtout dans l'espérance de vie en bonne santé. Okay? Donc, quelle est la responsabilité? Donc, il y a plusieurs facteurs. Première chose, on peut essayer d'être responsable, mais il y a des choses qu'on ne va pas savoir faire. Première chose. Okay? Une autre chose, c'est pourquoi on ne sait pas faire, parce que si je vous demande ici dans la salle combien de grammes de sel vous devez manger par jour, je ne suis pas sûre que vous en saurez. Okay? Première chose.
Donc, peut-être qu'il y a des gens qui savent, d'autres qui ne savent pas. Ça dépend aussi de la condition de santé de chaque personne. Donc, il y a des règles générales, mais c'est assez variable. Donc, il y a une méconnaissance de ce que nous devons vraiment faire. Après, il y a des cracks. Bon, moi, je parle d'alimentation surtout, donc je parle de cette prévention surtout dans l'aspect alimentation. Donc, oui, moi, je peux aimer le sel, je peux aimer manger un paquet de chips, boire une Coca-Cola. Je sais que ça fait du mal à la santé, mais voilà, je le fais. Je bois un verre de vin, je bois une bière. Oui. Et donc, quel est l'impact que ça a vraiment sur ma santé? Je ne le connais pas non plus. Donc, je sais que ça me fait du mal, mais je ne sais pas. Je sais qu'il y a du sel dedans, mais je ne sais pas combien de mal ça va me faire. Donc, nous mangeons très mal aujourd'hui, ok? On a fait la guerre au sucre, mais le sucre est assez stable depuis quelques années. Okay? Par contre, la consommation de sel à la maison a augmenté de 25%. C'est énorme. Okay? Ça veut dire qu'il y a une responsabilité de l'État, et on va conclure ce premier temps d'échange, Catalina Goulan, sur ce sujet, une responsabilité de l'État pour limiter l'impact économique sur l'explosion des dépenses de santé. Il y a une responsabilité de l'État de mettre en place des politiques de prévention qui permettent, in fine, de limiter cet impact économique, cet impact sur l'explosion des dépenses de santé. Alors, là, oui. Donc, il y a deux choses. Donc, il y a une bonne nouvelle, c'est que nous, on ne veut pas mourir. Donc, entre nos quatre, là, par exemple, il y a un de nous qui va... Si on représente la société, évidemment, je ne vous souhaite pas ça, mais il y a un de nous qui va mourir d'un cancer, l'autre qui va mourir d'une maladie cardiovasculaire, il y a la moitié d'un qui va avoir des maladies respiratoires. Okay? Vous n'allez pas mourir. On a le tableau. Donc, toutes ces maladies, donc les maladies chroniques non transmissibles sont vraiment les majeures causes de mort aujourd'hui dans le monde et en France. Première bonne nouvelle, c'est qu'on ne veut pas mourir de ces maladies, mais le gouvernement non plus. Il ne veut pas qu'on souffre de ces maladies parce qu'elles coûtent très cher. Okay? Donc là, le gouvernement et les individus, nous sommes alignés. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on peut les prévenir. Okay? Et on peut les prévenir de deux façons. Déjà, dès le bon âge, avec des mesures de prévention, alimentation, sport, bien dormir. Mais aussi, une fois que la maladie se déclenche, avec une prévention secondaire via le système de santé. Et tout ça, je ne sais pas si vous voulez que je parle maintenant, c'est pour plus tard. On va en parler un petit peu plus tard, parce qu'on va finir de poser le décor du sujet qui nous rassemble, donc à la fois cet impact de la longévité sur l'économie, avec un dernier expert qui est un homme d'entreprise. Martin Roman, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable prospective, mode de vie et mobilité au sein de la direction marketing du groupe Keolis. Alors si vous ne le savez pas, le groupe Keolis, c'est le leader mondial du transport public. Un des leaders. Un des leaders. Il y en a 3 en France. Voilà, vous êtes présent dans 13 pays du monde et vous gérez donc l'exploitation, la maintenance de réseaux de transport urbain ou périurbain, et je disais que vous transportez plus de 3 milliards de voyageurs par an. Keolis a voulu lancer, il y a une vingtaine d'années, un observatoire des modes de vie, ce qui est assez étonnant, et vous y travaillez. Expliquez-nous pourquoi cet observatoire des modes de vie. Oui, bonjour. Effectivement, donc, nous, le groupe Keolis, nous sommes un des leaders mondiaux des mobilités partagées. Effectivement, dans le monde, il y en a 3 principaux. On a la chance, c'est 3 Français. Donc, on en fait partie. Et effectivement, il y a une vingtaine d'années, 20 ans, quasiment 20 ans pile, on a monté en sein de Keolis un observatoire des modes de vie qu'on appelle Keoscopie et qui avait comme ambition, finalement, d'observer la société pour essayer de bien comprendre quels étaient les besoins des différents citoyens dans leur diversité, mais en tenant compte aussi de la diversité des territoires. Et ça, entre autres, grâce, par exemple, au service de M. Langlard sur les données d'INSEE, qui sont une mine d'informations. D'ailleurs, je le dis à tout le monde, je veux dire, c'est gratuit, il y a plein d'informations disponibles, passionnantes pour comprendre l'évolution depuis 1968 de certaines choses, des évolutions aussi prévisionnelles de certains effectifs. Donc ça, c'est une source d'informations vraiment passionnante. Je vous donnerai un petit exemple un petit peu après. Vous commandez des études aussi?
Bien sûr, il y a aussi effectivement des études qu'on fait en propre, des études qualitatives. Donc on va avoir des gens, on les met en situation, on les fait discuter sur des thématiques. Et puis des études quantitatives, on fera un petit point tout à l'heure sur une qu'on vient de faire là, au mois de septembre, qui permet d'essayer de quantifier un peu différents phénomènes, différentes attentes et différents états d'esprit. Alors j'aimerais qu'on parle justement d'une de ces études que vous avez menées, qui concerne notamment votre domaine, les transports publics, et notamment quelle est l'utilisation par les seniors de ces transports publics? En fait, l'intérêt, alors moi, mon prisme, il va être effectivement de regarder non pas comment la longévité change l'économie, mais comment finalement les personnes d'un certain âge aujourd'hui qui vieillissent, comment elles se comportent, puisqu'on sait qu'elles vont être de plus en plus nombreuses demain. Ça a aussi des conséquences concrètes sur nos métiers. Typiquement, dans les prévisions de l'INSEE, on sait que dans quelques années, on va avoir moins de scolaires. C'est un des cœurs de nos métiers, de transporter les scolaires. On va avoir beaucoup plus de seniors. Pour concrétiser la chose, je vous donne juste un chiffre très simple. Sur le Rhône, c'est plus simple comme ça, voilà, c'est à l'échelle du Rhône. Vous avez aujourd'hui plus de personnes qui ont 75 ans et plus que de collégiens et de lycéens réunis. Déjà aujourd'hui? Déjà aujourd'hui. Vous en avez 166 000 d'un côté, 160 000 de l'autre. Mais ça, vous le faites à l'échelle de Lyon, c'est pareil, à l'échelle de la métropole de Lyon, c'est pareil, et à l'échelle de la France, c'est pareil. Donc c'est déjà une réalité en fait concrète, qu'effectivement la société de la longévité, elle est déjà présente. Et nous, c'est un vrai prisme aussi, un vrai impact sur nos métiers. On était un acteur, et on est un acteur de transport scolaire sur l'agglomération, la métropole, sur le domaine géré par le Citral sur le territoire lyonnais. C'est 500 lignes scolaires qui existent, des juniors directs. On n'a pas forcément de services dédiés aux personnes âgées, qui ne souhaitent pas forcément des services spécifiques. Je dis ça parce que dans certaines communications institutionnelles, je ne citerai pas la ville, les seniors mobilité, c'est une personne en fauteuil roulant qui monte dans un véhicule PMR. Moi, je suis désolé, les seniors, c'est pas ça. C'est pas le cas, ouais. C'est vraiment pas le cas. Et puis surtout, quand vous partez de 65 ans, vous êtes en hyper-capacité de faire plein de choses pour un certain nombre d'entre vous. D'ailleurs, dans les études qu'on a pu voir, et ça c'est l'agence d'urbanisme de Strasbourg qui avait mené une étude aussi intéressante à ce sujet-là, qui montre qu'effectivement avec le vieillissement, en tout cas la longévité, il y a une transformation, c'est-à-dire qu'on se déplace plus longtemps en fait, finalement. C'est-à-dire qu'en gros, dans leurs études locales d'analyse des déplacements urbains, genre des déplacements entre 2009 et 2019, ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait, à âge identique, en fait, les personnes de 75 ans, même de 65 ans, en 2009, elles se déplaçaient en moyenne 3,5 déplacements par jour. C'est 4 en 2019. Et c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'effectivement, avec ce décalage dans le temps, en fait, on continue à se déplacer tout le temps, parce qu'en fait, on vieillit effectivement en meilleure santé, les progrès de la médecine, etc. Et on veut surtout pouvoir se déplacer un peu comme tout le monde. Par contre, ce qu'on constate, et je finis avec ça, c'est qu'on veut pouvoir se déplacer dans des bonnes conditions. C'est-à-dire à des moments, et ça aussi, ça change notre métier, à des moments où traditionnellement, on est peut-être moins présent, nous, exploitants les transports en commun. Les réseaux de transports en commun, ils ont été beaucoup construits autour du monde du travail, autour du monde des études, donc beaucoup le matin, en gros, entre 7 et 9, ce qu'on appelle les traditionnelles heures de pointe. Pour les scolaires et les actifs, quoi. Ouais, pour les scolaires et les actifs. Et d'ailleurs, l'exemple le plus parlant, c'est que dans beaucoup de réseaux, en période de vacances scolaires, il y a beaucoup moins d'offres. Historiquement, à Paris, l'Île-de-France, les RERD qui montent vers la plaine Saint-Denis, début juillet, c'est une catastrophe, parce qu'on se dit, les gens, ils ne travaillent plus. Non, en fait, les gens, ils continuent aussi à travailler pendant les vacances. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a la moitié des personnes de plus de 25 ans en France qui ne travaillent pas. Donc, elles n'ont pas cette notion d'obligation, forcément, le matin en heure de pointe et le soir. Et en fait, ce qu'on constate vraiment dans les analyses qu'on fait, nous, sur des territoires où on a les données, c'est qu'en fait, les personnes d'un certain âge, au-delà de 65 ans, quand on peut les suivre, c'est qu'en fait, elles ont tendance à moins utiliser les réseaux de bus aux heures où il y a du monde, ce qu'on pense, c'est traditionnelles heures de pointe, et plutôt au moment en fait entre 9h et midi ou entre midi et 16h. Donc nous, ça nous oblige aussi à rééquilibrer ces moyens, ce qui peut d'ailleurs être une source d'économie pour les collectivités, parce que les heures de pointe, c'est les moments où ça le coûte le plus cher. Parce que c'est là où il nous faut un bus de plus qui va rouler que 2 heures. C'est là où il faut un bus de plus, un conducteur de plus. Alors qu'en fait, en lissant, en ayant une permanence d'attractivité de l'offre, en ayant une meilleure en lissant l'offre, en fait, on améliore les conditions de transport des gens, dont des personnes âgées. Et en fait, on fait des économies aussi par ailleurs. Voilà, donc on voit un impact de cette longévité sur cette structuration des transports publics, qui est un enjeu majeur, puis qui coûte très cher aux collectivités, avec quelque chose à repenser, puisqu'on voit que vos lignes étaient dessinées effectivement essentiellement pour les scolaires et les actifs, et qu'il va falloir changer les choses. Vous avez mené une étude très récemment, en amont des élections municipales, qui concerne les attentes des Français en termes de mobilité dans la ville de demain. Et cette étude concernant les personnes plus âgées, quand on extrait les données, est assez étonnante.
En fait, alors, j'ai pas le droit de vous en parler normalement parce qu'on a une conférence de presse sur le sujet la semaine prochaine. On est entre nous. Je vais quand même vous en parler, on est entre nous, c'est pas enregistré, ça sera pas diffusé, il n'y a pas de problème. Je suis tranquille. C'est une étude effectivement qu'on a menée avec l'IFOP au mois de septembre avec les équipes de Jérôme Fourquet, qui est effectivement sondeur et effectivement analyste politique. Et on avait besoin en fait de comprendre, en vue aussi pour alimenter le débat public, de comprendre quel était le regard des Français sur les transformations un peu des mobilités ou des politiques de mobilité, de déplacement urbain du dernier mandat, et puis comment les gens se projetaient. Donc je ne vais pas vous donner le résultat global, mais je vais vous donner les résultats plutôt sur la cible qui nous intéresse, c'est plutôt les 65 ans et plus, puisque c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'ils disent ? Globalement, ils sont satisfaits de transformations urbaines qui sont faites par les élus. Globalement, ils sont satisfaits. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de ces personnes-là, de 65 ans et plus, qui trouvent que ce qui est fait en matière d'aménagement, de restriction de la place de la voiture, d'aménagement piéton en centre-ville, c'est quelque chose qu'ils apprécient. Ça, c'est une première chose. Tout le monde qui hurle sur moins de voitures, en fait, eux, ils sont plutôt d'accord. Et même le moins de voitures, quand on demande aux gens, et demain, quelle est la place de la voiture en ville ? Même si vous prenez l'ensemble de la population des plus de 18 ans, il n'y a que 10% des gens qui disent qu'il faut revenir en arrière, alors que la très grande majorité disent qu'il faut continuer à le faire. Alors certes, progressivement et peut-être pas brutalement, ça c'est un autre sujet, mais on voit bien qu'il y a, malgré tout, il y a un satisfecit sur c'est super ce qui a été fait, en gros c'est globalement positif, et il faut continuer à le faire. Voilà. Et ça, toute tranche d'âge confondue. Et alors il y a quelque chose d'étonnant, c'est au-delà de continuer ces politiques avec moins de voitures en ville, c'est un besoin de pouvoir plus marcher. Expliquez-nous. Il y a deux choses aussi qui ressortent, et effectivement, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a dans les aménagements qui ont été faits en centre-ville, essentiellement, parce qu'on a aussi voulu zoomer sur le centre-ville, parce qu'il y a aussi tout le côté développement économique des centres-villes, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un peu moins de personnes qui vont fréquenter les centres-villes, et un phénomène qui pose problème en mobilité dans les centres-villes, c'est la confrontation des différents modes de déplacement. Vous avez des trottinettes, des piétons, des vélos, des voitures, des bus, et en fait la multiplicité des vitesses ou la différence de vitesse entre les personnes fait qu'on se retrouve dans des environnements en fait qui sont presque anxiogènes, qui en fait sont une surcharge cognitive, une fatigue cognitive, et c'est vraiment très important chez les personnes âgées. Ça c'est aussi un phénomène qui nous relate. Alors je ne sais pas comment les politiques publiques vont pouvoir s'en emparer, mais on voit bien qu'effectivement si on veut redynamiser demain les centres-villes, il y a un problème probablement à traiter entre la cohabitation piéton-vélo, trottinette, ça aussi trottinette qui sont vraiment blacklistées de tout le monde en centre-ville, etc. Et donc pour finir, dans les attentes prioritaires qui sont citées par les plus de 65 ans, quand on leur demande quelle est la politique prioritaire qu'il faut pour demain, en fait, ce n'est pas la marche à pied, c'est le transport en commun. Ça c'est étonnant, c'est effectivement le transport en commun, mais la marche à pied qui vient aussi tout de suite derrière. Pourquoi ? Parce que la marche à pied, comme on le disait tout à l'heure, c'est ce qui permet de mieux vieillir et de ralentir effectivement un peu la déprise, le vieillissement. Mais pour ça, il faut plein de conditions. Il faut que les aménagements soient faits en conséquence, des bancs, des toilettes, des trottoirs larges, etc. Qu'on évacue cette surcharge mentale du fait de présence de trottinettes, de vélos. Il y a un sujet vraiment là-dessus. Et on voit bien que vous parliez d'affection longue durée aussi tout à l'heure, parce qu'on le voyait dans le phénomène. On sait que c'est quelque chose qui touche la moitié, plus de la moitié des personnes de 65 ans et plus. Et quand on discute avec les médecins conseils de l'ARS, donc l'autorité de la santé en Ile-de-France, région de la santé en Ile-de-France, ils nous disent que favoriser la marche à pied, ça permet de ralentir aussi la dégradation, les maladies, qu'elles soient liées à ALD ou pas à ALD. Et les transports en commun et la marche à pied sont vraiment complémentaires pour ça. Un tout petit exemple que je citais tout à l'heure avec Katerina quand on en a parlé tout à l'heure, un exemple que je cite parce que c'est intéressant, en Espagne, à Valence, les jours de marché par exemple, pour inciter les gens les personnes âgées à aller au marché, faire leur marché en bus ou à pied, en fait, une des contraintes qu'elles avaient, c'est qu'il fallait revenir chez elles en portant un cabas qui était lourd. Et bien en fait, l'idée c'est de dire descendez à pied, vous rentrez en bus, on s'occupe de vos courses, on vous les ramène chez vous. Et donc c'est là aussi, c'est intéressant de pouvoir jongler dans des nouvelles politiques demain, d'adapter aussi et de favoriser cette marche à pied en complémentarité, dont avec les transports en commun. Bienvenue dans les Coins Communs. Si vous nous rejoignez, nous avons posé nos studios aujourd'hui aux Journées de l'économie à Lyon. Nous sommes à l'EM Lyon Business School pour analyser l'impact de la longévité, du vieillissement de la population sur l'économie avec Fabrice Langlard, directeur général de l'INSEE, Katharina Goulan, économiste à l'INRAE et Toulouse School of Economics, Dorothée Rouzet, chef économiste à la direction générale du Trésor, et Martin Roman, responsable prospective au sein de la direction marketing du groupe public de transport public Keolis. J'aimerais qu'on aborde un impact important qu'on a commencé à évoquer concernant le vieillissement de la population, c'est celui de l'impact sur le marché du travail. Fabrice Langlard, est-ce en fait une question pour demain ou on y est déjà ? On y est en grande partie déjà. C'est-à-dire que la problématique du vieillissement de la population en âge de travailler, en fait, on y est de plein pied depuis plusieurs années.
Et comme l'a dit Dorothée, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire en sorte que la population des seniors d'âge actif soit de plus en plus nombreux à pouvoir continuer à travailler. Et cette problématique, on y est déjà et on va y rester. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai expliqué, le vieillissement de la population qui est en cours va encore s'accentuer, au sens où le ratio de dépendance, c'est-à-dire les personnes âgées, pour le faire simplement de plus de 65 ans, rapportées aux personnes d'âge actif, ce ratio va continuer à progresser dans les années qui viennent. Et ça pose une question sur l'équilibre de nos régimes de retraite. Parce que je rappelle que nous vivons en France avec des régimes de retraite par répartition. Et donc les retraites des retraités sont payées en réalité par les personnes d'âge actif au travers de leurs cotisations. Et donc si le ratio de dépendance continue à progresser, et ça c'est inéluctable, pour pouvoir maintenir l'équilibre de notre régime de retraite à moyen terme, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. La première, c'est de dire il va falloir augmenter fortement les cotisations, mais ça revient à peser sur le pouvoir d'achat des actifs, et on sait que ça pose de nombreuses difficultés. La deuxième solution, c'est de peser sur le pouvoir d'achat des retraités, c'est-à-dire de faire en sorte que le niveau de vie relatif des retraités par rapport à celui des actifs baisse un peu tendanciellement. Ça, c'est projeté déjà, donc j'insiste là-dessus, dans la législation actuelle. D'ores et déjà, aujourd'hui, vous êtes dans une situation en France où le niveau de vie relatif moyen des retraités est à peu près équivalent au niveau de vie relatif de l'ensemble des personnes d'âge actif, qui est à peu près parité. Mais en projection, on sait d'ores et déjà que ce niveau de vie relatif des retraités va diminuer légèrement par rapport à celui des personnes d'âge actif. Ça fait partie de l'équation pour garder l'équilibre de notre régime de retraite à long terme. Est-ce un drame ? Non, ce n'est pas forcément un drame parce qu'en comparaison internationale, la situation, j'insiste là-dessus, en moyenne, parce qu'après la moyenne, ce n'est pas la situation des individus les uns des autres. Mais en moyenne aujourd'hui, la France est le pays d'Europe dans lequel il y a parité de niveau de vie moyen entre les retraités et les actifs. Ce n'est pas le cas dans les autres pays. Ah oui. Et donc ce qu'on est en train de dire, c'est que le fait d'avoir un niveau de relatif des retraités, j'insiste, relatif par rapport aux actifs qui diminue un peu en projection, ce n'est pas un drame et ça nous ferait rejoindre d'une certaine façon la réalité de ce qu'on observe dans les autres pays d'Europe. Et puis le troisième point, c'est que si on veut au maximum garder cette équation et ne pas rogner sur le niveau de vie des actifs ou bien le niveau de vie relatif des retraités par rapport aux actifs, eh bien, il faut faire en sorte que plus de personnes travaillent plus longtemps. D'où la problématique de savoir dans quelle mesure on sera capable quand même de continuer à augmenter l'âge moyen des personnes en âge de travailler. Voilà. Dorothée Rouzet, concernant la question de l'emploi des seniors, quelle politique publique il faudrait inventer? Quelles sont d'ailleurs les réflexions du ministère de l'économie en la matière pour accompagner les seniors dans l'emploi et quelle réflexion y a-t-il entre l'État, les entreprises, les syndicats, les différents partenaires sociaux? Oui, peut-être tout d'abord, je pense que la réflexion vraiment importante à avoir dans ce cadre, c'est se focaliser sur les personnes qui ont, disons, les seniors en âge de travailler, donc entre 50 et 65 ans, et sur le maintien en emploi. C'est-à-dire, c'est une population qui a un taux de chômage en fait assez faible, mais quand ils perdent leur emploi, ils ont beaucoup de mal à en retrouver un. Le nombre de chômeurs de longue durée parmi les chômeurs est relativement important par rapport au reste de la population. Par contre, le taux de chômage au total est de moins de 5%. Donc c'est vraiment le maintien en emploi qui est important. Et là-dessus, en fait, ce qu'on peut regarder, c'est partir peut-être de quels sont les obstacles en fait, à l'emploi, à la fois du côté des contraintes personnelles et du côté de l'entreprise. Et alors dans un ordre qui n'est pas forcément celui d'importance, les obstacles, c'est les problèmes de santé et d'usure au travail. Les contraintes familiales, parce que passer 50 ans, ça peut être aussi le moment où on a à la fois des enfants à charge et des parents dépendants. Les incitations, notamment dans le système d'assurance chômage, il reste des incitations en gros aux employeurs et aux employés parfois pour s'accorder sur une sorte de pré-retraite par l'assurance chômage.
les compétences, disons le problème de lien entre les compétences et ce que demande le marché du travail, et puis des sujets de discrimination qui existent et qui sont aussi avérés. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, il y a un gros sujet sur la question de la formation. Notre système de formation, globalement, il est quand même pas forcément pensé et adapté pour les seniors dans son fonctionnement. Or, quand on regarde quels sont les effets de la formation, c'est sur les seniors, notamment sur les demandeurs d'emploi seniors. C'est là qu'on a le plus de bénéfices de faire une formation en termes d'insertion dans l'emploi. C'est-à-dire que le fait de faire une formation, si vous êtes chômeur de plus de 50 ans, en fait, vous donne 5 fois plus d'effets en termes d'employabilité que pour les jeunes, par exemple. Mais c'est aussi la population qui se forme le moins. En gros, chaque année, un travailleur sur 2 fait une formation. Chez les seniors, c'est plutôt 1 sur 3. À la fois parce qu'ils n'ont pas forcément l'information, ils en voient moins l'intérêt, ou l'entreprise est moins en soutien aussi, parce que finalement, l'horizon de carrière restant fait que l'employeur est moins en soutien. Du côté du système de formation, en fait, ce dont on a besoin pour les travailleurs seniors, et notamment quand on regarde le sujet des reconversions, qui est particulièrement important pour ceux qui ont exercé des métiers pénibles, qui sont usés et pour lesquels en fait il faut anticiper assez en amont, plutôt vers 45-50 ans, une sorte de deuxième carrière ou de reconversion. C'est d'avoir des formations qui sont adaptées en fait au fait d'avoir souvent des contraintes familiales et un horizon de carrière qui est forcément plus limité que quand on a 25 ans. Donc avec des formations assez appliquées, assez courtes, assez modulaire, avec des périodes d'immersion en entreprise. Là-dessus, je pense que c'est un problème qu'on a notamment dans les soutiens à la reconversion, encore une fois, parce qu'il y a des dispositifs en France, alors qu'ils sont d'une part assez mal connus, mais qui sont aussi très peu utilisés pour d'autres raisons, et notamment par les seniors, comme le plan de transition professionnelle. C'est un dispositif assez généreux pour les personnes qui souhaitent se reconvertir, mais qui demande de faire une formation certifiante d'au moins 6 mois. Et en fait, là aussi, quand vous avez un certain nombre de contraintes, que votre employeur se dit que vous serez encore là que pour 5 ou 10 ans, et c'est plus dur en fait d'avoir ces formations. Donc je pense qu'il y a un travail à faire sur le fait de penser notre système de formation dans un monde où on doit beaucoup se former à 45, 50, 55 ans. Et puis peut-être très rapidement, du côté des autres freins notamment, il y a beaucoup qui est en fait du ressort des entreprises et des partenaires sociaux pour à la fois faire face, je dirais, aux contraintes de santé, aux contraintes familiales, ou également au sujet de discrimination, ce qui consiste à adapter les postes de travail, à avoir plus de flexibilité sur les horaires de travail, sur le fait peut-être de passer à temps partiel quelques années avant la retraite, etc., d'offrir des formations internes aussi, et puis d'adapter les méthodes de recrutement et de valorisation pour limiter le biais qui existe en défaveur des seniors. Donc il y a aussi une partie qui est un peu du ressort de la culture et de l'organisation d'entreprise, qui peut être encouragée par les pouvoirs publics, mais qui n'est pas uniquement dans la main des pouvoirs publics. Katharina Goulon, on évoquait à l'instant avec Dorothée Rouzet, donc quelle politique inventer en matière de gestion de fin de carrière. Justement, en parlant du travail des seniors, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu d'introduire plus de flexibilité dans les entreprises, justement pour ces travailleurs-là? Oui, je pense que oui. Donc, Dorothée Rouzet vient d'évoquer cet aspect. Alors, moi, je suis peut-être un petit peu plus optimiste parce que, les personnes, donc les générations ont de plus en plus de formation. Donc, en fait, l'adaptation des personnes en fin de carrière, parlons entre 60 et 70 ans, elle est plus difficile si on n'a pas de formation, s'il y a des professions qui usent beaucoup le physique. Mais si on travaille avec la tête, on a produit toute une tête tout au long de la vie. Donc, on a beaucoup plus de facilité de nous adapter à d'autres situations, de réfléchir sur les problèmes. Vous avez parlé aussi tout à l'heure de l'entrepreneuriat. Aidez-moi. Entrepreneuriat. Merci. Dans le grand âge. Donc voilà, donc on a des bons produits dans le marché. Okay, donc à partir de 50 ans, on a des bons produits, mais il faut les mettre au service de la population. Alors, la discussion que nous avons aujourd'hui est que on parle âge de retraite, point. Alors, à nouveau, donc je suis sensible qu'une personne qui pense qu'elle va vivre jusqu'à l'âge de 73 ans et qui a beaucoup de maladies chroniques, elle ne peut pas se
présenter sur le marché du travail de la même façon qu'une personne qui espère vivre en bonne santé jusqu'à l'âge de 90 ans. Okay? Je vous rappelle, le président des États-Unis, il a 79 ans. Donc, il y a quand même des choses à faire à un certain âge. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a quand même, donc, on a quand même une adaptation, enfants, parents, à gérer. Il faut quand même s'adapter à la nouvelle société, mais je pense qu'on va être de plus en plus capable. Flexibilisation au travail, oui, comme pour les parents des jeunes enfants, pourquoi pas. Donc, si on est capable de voir qu'un parent de jeunes enfants a besoin d'avoir une certaine flexibilisation de travail, pourquoi pas pour les personnes qui doivent gérer de plus en plus des rendez-vous médicaux, surtout de prévention, j'espère. Okay? Donc, toute l'organisation de soins de santé autour de cette prévention secondaire. Mais oui, on est capable de penser. Donc, il y a aussi une autre chose qu'on n'a pas évoquée, mais je crois que c'est très importante, c'est que les gens prennent la retraite parce qu'elles ont peur de ce que la retraite peut être d'ici quelques années. Okay? Donc, il y a tellement d'incertitudes dans la société aujourd'hui, on ne sait plus ce que la réforme va être, que les gens ont peur. Donc, on s'assure déjà, donc ça va être à moi, c'est bon, et après, je verrai ce que je vais faire. Sauf que, une fois qu'on sort vraiment du marché du travail, c'est très difficile d'y revenir. Okay? Donc, le gouvernement doit nous assurer, okay, première chose, qu'on ne va pas devenir de plus en plus pauvres, qu'on est capable de travailler, et il faut trouver des façons de flexibilisation du marché du travail pour permettre à ces cerveaux d'être dans le marché. Vous m'évoquiez en préparant cette table ronde l'idée que pour les jeunes, il y a de l'alternance, et pourquoi pas inventer des programmes, des contrats en alternance pour les personnes plus âgées? Je ne sais pas exactement ce que c'est les contrats en alternance. Vous pouvez spécifier? Il y a des déductions fiscales pour les étudiants. Sincèrement, je crois qu'on n'en va pas avoir besoin parce que, comme Fabrice Langard l'a évoqué, donc on a la population, les jeunes générations. En fait, on va avoir besoin de cerveau dans le marché du travail. Okay? Donc, en fait, on va se tourner vraiment sur ces cerveaux qui sont là et on n'a pas assez de jeunes pour assurer ces cerveaux dans le marché du travail. Donc, voilà, ils sont là déjà, on va les utiliser. Okay? Donc, ça va être ça. Au Japon, le Japon, c'est encore un exemple très loin, mais entre les personnes de 65 et 69 ans, le taux d'occupation, c'est de 50%. En France, selon vos chiffres, c'est de 10%. Il y a un léger différentiel. Hein. Sur l'âge de la retraite, de fait. Donc, on a de la marge. Après, il y a, pour un autre groupe d'âge, les États-Unis, c'est 27%. Donc, on n'a pas besoin d'aller jusqu'aux 50, peut-être. Mais je veux dire, je pense que le futur n'est pas si noir. On a de la marge et on peut y aller. Martin Roman, un mot sur la manière dont à Keolis, la question du travail du senior est imaginée, notamment en lien avec la pénibilité du travail. Qu'est-ce qui s'invente ? Oui, alors ça m'inspirait quand on a préparé effectivement cette table ronde, on s'était posé la question. Et juste avant d'y répondre, déjà dans les réponses, dans les solutions de transport qu'on propose, on a déjà une évolution de nos métiers qui fait qu'on va encore avoir des bus comme on a aujourd'hui avec des conducteurs parce que c'est utile quand il y a du monde, etc. Mais on développe de plus en plus aussi les formats de plus petits véhicules, quand on a des zones un peu moins denses à desservir. Et demain aussi, dans les métiers qui vont se transformer, on sait qu'on va avoir dans quelques années probablement des véhicules autonomes qui vont aussi finalement impacter sur nos métiers, des nouveaux métiers qu'on va développer chez Keolis, chez les opérateurs. C'est des véhicules autonomes qui fonctionnent déjà aux États-Unis ou dans d'autres pays. On a une expérimentation qu'on a prévue dans un an à Châteauroux, en plein centre-ville, sur 4 km, avec plusieurs véhicules. Donc on voit bien ici que la longévité, en tout cas dans les prochaines années, on a cette transformation de nos emplois qui vont arriver. Et puis donc, pour répondre à votre question par rapport à ça, moi ça m'a vraiment inspiré. On avait organisé à Keolis Rennes, moi j'y ai travaillé il y a quasiment 20 ans, il y avait des groupes de roulement en fait, des conducteurs. Les conducteurs en fait pouvaient décider de travailler soit sur les services du matin, soit sur des services de journée. Donc des journées c'était de 9h à 17h, soit des journées de soir, soit plutôt de week-end. Et ça, finalement, je trouve que c'était aussi une manière, finalement, d'accompagner une forme de vieillissement
population de nos actifs, parce qu'on sait que le principal problème qu'eux rencontrent, en fait, c'est la pénibilité, elle vient sur le changement des rythmes qu'on leur impose. Oui, c'est plus le volant qui est dur à tourner. C'est pas le volant, c'est pas la technique du matériel. La technique du matériel, c'est pas un sujet. Je veux dire, on voit bien sur nos véhicules, on peut tourner avec le petit doigt le truc, hein, c'est facile. C'est pas le gabarit qui fait, ça peut faire peur, mais c'est pas compliqué en soi. C'est ce changement de rythme permanent, et c'est vrai qu'historiquement, c'est changer d'horaire chaque semaine, hein, c'est ça. Même des fois tous les jours. Hein, que voilà. Et effectivement, vous commencez un jour le matin, le lendemain c'est le soir. Alors il y a toujours des délais entre deux. Hein, on est obligé de dormir quand même. Mais voilà. Mais le changement de rythme, ça c'est très très fatigant, et c'est ce qu'ils nous reprochaient d'une certaine manière. Donc à Rennes, historiquement, on avait mis en place un système où on avait des trams, on était toujours du matin, ou toujours du soir, toujours de l'après-midi. Et ça, ce qui est vachement bien dans ces systèmes-là, c'est qu'en fait, ça ne concerne pas que les personnes qui vieillissent, ça concerne tous nos actifs, tous nos salariés, des jeunes pères de famille ou des jeunes mères de famille qui peuvent être intéressés par certains rythmes, des parents ou des gens qui sont seuls et qui ont plutôt besoin d'argent parce qu'ils sont au début de leur vie professionnelle, vont chercher à travailler le soir parce que c'est majoré, ou travailler le week-end parce que c'est majoré. Donc ça, c'est aussi des systèmes qui, en répondant à cette problématique de vieillissement, en fait, elles apportent une forme d'universalité de la solution. Et on a été plus loin, c'est-à-dire que par exemple à Dijon, là, depuis quelques temps, on teste un nouveau système, en fait, un nouvel outil de planification des services de nos agents qu'on appelle Customize, n'importe, hein, c'est notre jargon interne. Et en fait, l'idée, c'est un planning personnalisé où on dit voilà tous les services qu'il y a à faire et chaque agent vient dire lequel il veut faire. C'est-à-dire qu'on n'impose plus, c'est chacun vient positionner. Et ce qui a été impressionnant dans les premiers retours, c'est que tous les conducteurs ont joué le jeu et que 3/4 des demandes ont été acceptées. Et tous les services, globalement, sont couverts. Et ça, c'est aussi intéressant, finalement, d'aller vers des choses peut-être avec plus d'agilité, plus de souplesse, et qui, je vous dis, répondent aussi bien d'un côté à ces problématiques de longévité, de fatigue, parce que roulement, changement, etc. Mais ça peut aussi intéresser d'autres profils de salariés plus jeunes. Fabrice Langlard, juste un dernier mot pour conclure notre échange. Vous avez évoqué cette rupture démographique qui est déjà là, et puis une deuxième rupture démographique avec cette base de la pyramide des âges beaucoup plus étroite qui va arriver dans 20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de main-d'œuvre aussi dans notre pays? Est-ce qu'on va manquer de main-d'œuvre? Et est-ce qu'on a besoin d'avoir recours à l'immigration pour combler ce manque de main-d'œuvre? Bon, alors, déjà, la première chose à dire, c'est qu'il ne faut peut-être pas forcément partir pour acquis que la chute récente de la natalité va rester telle qu'elle est. C'est une hypothèse possible, peut-être plausible, mais qui n'est peut-être pas inévitable. Donc, il faut toujours faire attention quand on se projette à un horizon de 20 ans ou 30 ans, parce que l'expérience montre que les fluctuations de la natalité peuvent survenir, et pas forcément dans le sens attendu. Mais néanmoins, si on prenait pour acquis aujourd'hui que l'indice de fécondité, qui est aujourd'hui de 1,6 enfants par femme, demeure, voire continue à baisser un peu dans les années qui viennent, alors effectivement, comme je l'ai dit, alors on va connaître sur le marché du travail à un horizon de 20 ans, 30 ans, un choc négatif qui est l'inverse, d'une certaine façon, de ce qui s'est passé lorsque les premières générations du baby-boom sont arrivées sur le marché du travail dans les années 60, le milieu des années 60. Là, à l'inverse, si on raisonne de cette façon-là, on se rend compte qu'à un horizon de 20-30 ans, les jeunes générations en âge de travailler vont être sensiblement moins nombreuses que d'une part, leurs aînés toujours au travail, et évidemment à devoir soutenir encore cette population de seniors potentiellement à l'âge de la retraite. Donc ça renforce la difficulté d'équilibrer à long terme notre régime de retraite. Et face à un phénomène de ce type-là, effectivement, se pose la question d'une autre variable dans l'équation démographique, qui est celle du sol migratoire. Prenez l'exemple, déplacez le regard, ne prenez pas la France d'aujourd'hui, prenez l'Italie d'aujourd'hui. L'Italie a un indice de fécondité inférieur à 1,6, qui est plutôt de l'ordre de mémoire 1,3, quelque chose comme ça, depuis des années. Et la population italienne, aujourd'hui, la population active, elle est nourrie en partie par un solde migratoire positif qui vient accroître la force de travail de l'Italie. Et donc la question risque de se poser également en France, en ces termes, si on se projette, j'insiste, à un horizon non pas de demain, mais de 20 ans, quoi. Et donc il faut également réfléchir en ces termes-là, à mon sens.
Immense merci à vous quatre d'avoir nourri nos réflexions sur cette question de la longévité, son impact sur l'économie. Merci à vous, Dorothée Rouzé. Je rappelle que vous êtes chef économiste à la Direction générale du Trésor. Merci, Katharina Goulan, économiste à l'INRAE et Toulouse School of Economics. Merci à vous, Fabrice Langlard. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'INSEE. Et à vous, Martin Roman, responsable prospective au sein de la direction marketing du groupe Keolis. Merci aussi à toutes les équipes des journaux de l'économie sans qui cette émission et cette rencontre auraient pu être possibles. Hélène Martinon, Hélène Ray et bien sûr Pascal Lemerer. Bonne suite de journée sur RCF à l'écoute de nos programmes. Voilà, on arrive au terme de l'émission. On va pouvoir échanger avec vous. Voilà, je pense qu'on peut applaudir nos interlocuteurs. Merci. Et avant de vous donner la parole, un mot, vous vouliez rajouter un mot? Non, juste un point qu'on n'a pas évoqué dans la question comment notre longévité change l'économie. Pour la partie salariée, par la partie emploi, on n'en a pas parlé ou très peu, c'est le phénomène des aidants, en fait, qui sont un phénomène non négligeable. Il y a une dizaine de millions d'aidants en France et on sait que ça va progresser demain. C'est-à-dire des gens comme moi qui peuvent avoir effectivement des parents qui vieillissent, dont il va falloir s'en occuper. Et c'est comment le monde du travail il concilie en fait cette contrainte-là. Voilà, et comment on organise ça. Et on sait en plus que c'est majoritairement des femmes qui sont des aidantes, hein, c'est 60% plutôt que 40%, et 40% côté hommes. Et parmi les aidants, on a 3/4 des aidants aujourd'hui qui sont en activité. Donc comment demain, effectivement, on va pouvoir s'adapter. Et ça, je pense que c'est aussi un vrai sujet RH, alors c'est moins mon domaine, mais un vrai sujet RH d'accompagner cette longévité et le rythme de travail en fait, des actifs. Vous avez envoyé des questions sur la tablette, donc je vais en citer quelques-unes. La première, que je cite, sur l'emploi des seniors, les femmes NER, ni emploi ni retraite, sont plus nombreuses que les hommes en raison de plusieurs facteurs, carrière hachée, temps partiel, maternité, donc départ à la retraite plus tardif. Quelles sont les politiques publiques à mettre en place pour diminuer l'écart avec les hommes? Qui souhaite répondre? Dorothée Rouzé? Je peux dire un mot et mon voisin vient de le dire. Hein, c'est-à-dire que c'est aussi pour alors effectivement, hein, pour les personnes qui sont dans la tranche senior, ni en emploi ni en retraite, ni au chômage, c'est-à-dire pas en activité, il y a une proportion importante qui sont aidants et souvent aidantes, soit de parents âgés, soit des femmes qui se sont arrêtées de travailler pour élever leurs enfants, et même si les enfants ont grandi, le retour sur le marché du travail après une longue interruption est souvent compliqué. Donc il y a, je pense, de ce point de vue-là, hein, il y a une partie qui est là aussi du ressort des politiques publiques, d'aide à la recherche d'emploi, d'aide à la formation. Il y a une partie qui est beaucoup plus un sujet RH, qui est comment on adapte les formes d'emploi, les horaires, les contraintes horaires pour permettre à, effectivement, c'est souvent une femme, d'aller visiter ses parents âgés une fois ou 2 fois par jour, si elle en a besoin, à des horaires qui sont compatibles. Donc je pense qu'il y a beaucoup, on revient beaucoup au sujet de la flexibilité, mais je pense que le sujet de la flexibilité, il est assez central sur cette question. Fabrice Langlard. Oui, pour apporter un complément sur un sujet un peu différent, parmi ces seniors qui sont ni en emploi ni à la retraite, il y a effectivement des aidants et des aidantes. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont connu une carrière heurtée et sur des travaux difficiles et donc qui sont en mauvaise santé. C'est un point très important qu'il faut souligner. Même si globalement on a dit que l'espérance de vie augmente et l'espérance de vie en bonne santé augmente, il demeure qu'une frange de la population qui a connu des métiers difficiles et pénibles a du mal à se maintenir à l'emploi. Et d'ailleurs, on est capable de montrer, il y a des études de la statistique publique qui l'ont montré, que suite à la réforme dite Sarkozy, qui a monté l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, et qui n'a fait aucune exception, y compris pour les personnes typiquement invalides ou en situation de handicap, eh bien, on s'aperçoit qu'à posteriori, parmi les générations touchées par cette réforme, celles qui sont en bonne santé ont globalement connu 2 années de travail de plus. Et celles qui étant en santé ont connu 2 années de ni travail ni retraite en plus. Et la dernière réforme, de ce point de vue-là, n'est pas aussi sévère que la réforme précédente. C'est-à-dire que quand on a choisi d'élever de 62 à 64 ans dans la réforme qui aujourd'hui est en partie suspendue, des exceptions ont été faites pour les personnes en mauvaise santé. Et je voudrais rajouter une dernière chose. Lorsqu'on regarde la problématique de l'espérance de vie, parmi les personnes, disons, de l'âge de 55-60 ans, celles qui ont l'espérance de vie la plus faible
sont les personnes en mauvaise santé à cet âge-là. Là, oui, il y a une espérance de vie qui n'est pas la même. Et qui sont aujourd'hui dans notre système les personnes qui bénéficient de départ précoce, c'est-à-dire qui bénéficient de dispositifs de carrière longue, ce ne sont pas celles-là. Ce ne sont pas celles-là. Ce sont des personnes qui ont travaillé certes très tôt dans leur vie, mais qui ont pu travailler durablement durant toute leur vie, pendant très longtemps. Et si elles ont travaillé durablement, c'est qu'elles sont en bonne santé. Et quand on regarde l'espérance de vie des personnes qui bénéficient aujourd'hui des dispositifs carrière longue, donc qui peuvent partir plus tôt à la retraite, cette espérance de vie, elle n'est pas plus courte que les autres. Donc mon point, c'est qu'il faut globalement, il faut réfléchir aux dispositifs qui permettent d'allonger l'âge moyen de départ à la retraite. Et s'il faut faire des exceptions, il faut chercher des exceptions en ciblant les personnes qui sont en mauvaise santé. Pas forcément celles qui ont travaillé depuis très longtemps, mais celles qui sont en mauvaise santé. Voilà. Une autre question, peut-être pour vous, Katharina Goulan, et vous, Fabrice Langlard, qui est que ces projections sur l'espérance de vie dans leur ensemble optimiste sont dans leur ensemble optimiste, mais les habitudes, qu'elles soient alimentaires, physiques, l'augmentation des maladies chroniques comme le diabète de notre jeunesse, ne laissent peut-être pas prévoir une vision si positive. Est-ce que ces paramètres sont pris en compte dans vos projections ? Les projections démographiques, est-ce qu'on prend en compte les nouvelles habitudes alimentaires et donc les maladies qui vont avec ? Alors, il faut voir que tous ces espérances de vie, c'est des gens qui sont en train de mourir maintenant. Si on a de la chance, on va être encore mieux. Okay, donc tout ça, c'est historique, c'est des données historiques, si on veut. Mais pour les projections, peut-être Fabrice Langlard, est-ce que vous prenez ça en compte ? Il faut peut-être préciser. Ce qu'on appelle une espérance de vie, en fait, c'est un objet statistique. Qu'est-ce que c'est quand on dit, par exemple, l'espérance de vie des hommes à la naissance aujourd'hui, c'est 80 ans ? Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on fait comme si on regarde les taux de mortalité à chaque âge. Donc, taux de mortalité à 20 ans, 30 ans, 40 ans d'aujourd'hui. Et on construit une génération fictive qui aurait les taux de mortalité à chaque âge observés à un instant donné. C'est ça qu'on appelle une espérance de vie. Et ce qu'on observe au fil du temps, c'est que cette espérance de vie, elle a tendance à augmenter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à âge donné, le taux de mortalité a tendance à baisser. Ce qui traduit le fait que, globalement, nous vivons en meilleure santé que nos parents. Et donc, quand on fait des projections d'espérance de vie, pour le dire simplement, on poursuit les courbes avec une forme de tir d'expert pour savoir si cette courbe doit se poursuivre avec la même tendance ou s'infléchir un peu. Sur la période récente, l'espérance de vie continue à augmenter, mais elle augmente plutôt un peu moins vite que ce qu'on observait il y a 10 ou 15 ans. Et donc on se contente en fait de poursuivre globalement des tendances. Et ensuite, il y a la question de l'espérance de vie en bonne santé, où là, non seulement on construit cette espérance de vie telle que je vous l'ai dit, mais également on va regarder à chaque âge non seulement le taux de mortalité, mais le fait d'être toujours vivant, mais vivant en bonne santé, en un certain sens qui se mesure statistiquement. Et donc c'est ça qui permet de dire aujourd'hui, sur la période récente, que l'espérance de vie, elle continue à progresser, mais même l'espérance de vie en bonne santé progresse plus vite. Donc effectivement, les accidents de vie, d'une certaine façon, sont en moyenne dans la population un peu moins fréquents. Mais donc j'insiste, quand on fait des projections, on se contente en faisant un peu mieux, c'est-à-dire en interrogeant des experts et qui sont habitués à ce type de données, de prolonger des courbes. Autre question qui concerne la chute de la fécondité et donc la déformation de la pyramide des âges. Cette chute de la fécondité ne va-t-elle pas nous obliger à revoir le temps hebdomadaire de travail ? Retour aux 40 heures, voire plus, et effectivement avoir recours à l'immigration. On l'a évoqué. Alors, donc ça c'est la problématique. Si on prolonge des taux de fécondité faibles, qu'est-ce qui se passe dans 20 ans ? C'est-à-dire les premiers âges d'âge actif deviennent moins nombreux. Et donc effectivement, on continue à avoir, pour le dire simplement, une détérioration de notre ratio de dépendance. J'ai parlé effectivement de la variable immigration. Il y a la question de savoir est-ce qu'on est capable d'emmener plus de personnes à travailler plus longtemps, parce que ça c'est une partie de l'équation. Et puis il y a effectivement le temps de travail moyen hebdomadaire. Bon. Toutes choses égales par ailleurs, si on travaille plus, a priori on produit plus, et si on produit plus, il y a plus de revenus
à distribuer, c'est vrai. Après, le temps de travail, c'est aussi une variable qui joue dans, pour le dire simplement, la satisfaction dans la vie. Et donc, la satisfaction dans la vie, elle passe par un certain niveau de revenu, mais elle passe aussi par d'autres dimensions. La santé, le loisir. Et donc, travailler plus, c'est avoir moins de loisirs. Mais là encore, tout est affaire de choix collectifs. Si, globalement, la société française est à même de dire non, on n'a pas de problème de pouvoir d'achat, et donc on peut vivre avec le niveau de vie qu'on a aujourd'hui, voire un peu moins au profit d'une vie faite de plus de loisirs, très bien. Mais je n'ai pas l'impression que c'est ce qu'on entend globalement dans les enquêtes d'opinion. Mais encore une fois, tout est affaire de choix collectifs. Dorothée Rosé. Peut-être juste 2 petits points là-dessus. Le premier, c'est que, à mon avis, il faut d'abord privilégier travailler tous à travailler plus. Parce que, alors, la France a quand même globalement, si on se compare aux pays du nord de l'Europe, de l'Amérique, etc., un taux d'emploi qui est plus faible. Économiquement, on peut dire que c'est un problème. En un sens, c'est aussi une opportunité. Ça veut dire qu'on a des marges de ce côté-là que d'autres non plus. Et ça me semble prioritaire. Ensuite, sur la fécondité, je pense qu'il faut aussi ne pas oublier quelles sont les raisons pour lesquelles les gens n'ont pas d'enfants. Et la flexibilité du temps de travail peut aussi être un facilitateur d'avoir un enfant. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le taux de fécondité a baissé, mais le désir d'enfant, en un sens, est supérieur au nombre d'enfants qu'on a vraiment. C'est-à-dire que en moyenne, alors dans les enquêtes là-dessus datent un petit peu, mais un couple français veut avoir entre 2 et 3 enfants. Et en moyenne, ils en ont entre 1 et 2. Oui, le CDE avait fait des choses. Encore une fois, ça date un peu. Mais alors, pourquoi il peut être... Bon, il y a le fait que le premier enfant arrive plus tard. Donc, il y a des questions de fertilité, presque physique. Hein. Il y a des questions de logement. Il y a des questions de garde d'enfants, de crèche, etc. Mais il y a des raisons, des contraintes qui font que le désir d'enfant ne se concrétise pas. Donc qui peut aussi être des pistes de réflexion aussi, si on veut se dire que peut-être le 1,6 n'est pas complètement gravé dans le marbre, mais il faut aussi réfléchir, je dirais, du côté du monde du travail à ne pas mettre d'entraves supplémentaires aux jeunes parents et souvent aux jeunes mères qui auraient l'effet inverse de les faire rechercher. Alors, vous évoquez également dans vos questions alors, on l'a un tout petit peu évoqué, Martin Roman, vous l'avez évoqué, mais, et c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, mais en quoi l'IA, sur cette question de la longévité, et c'est un terme qui a peu été abordé là entre nous, va avoir un impact sur le marché du travail, et va impacter en particulier le marché du travail des seniors. Non mais... Je peux me lancer avec 2 réflexions très courtes. La première, c'est de nouveau un peu la question de l'obsolescence des compétences. Ça ne concerne pas que les seniors, mais sur les compétences numériques, je dirais c'est là que l'écart entre les seniors et les autres est le plus fort parce qu'en fait, vous avez besoin de vous mettre à jour un peu tout le temps et donc plus vous avez été formé il y a longtemps, plus la barrière à l'entrée est importante. Donc là aussi, il y a des questions de... En fait, plus on travaille longtemps, plus il faut s'écarter du modèle un peu où on est formé dans une première phase de sa vie. À 20 ans, on a tout appris pour le reste de sa carrière et réfléchir à des formations plus courtes, plus continues. Et je pense que le sujet digital et IA est particulièrement prégnant. Et l'autre qui est plutôt une réponse, enfin l'autre aspect qui est plutôt une réponse à va-t-on manquer de main-d'œuvre, de bras et de cerveau parce qu'il n'y a plus de jeunes, c'est que si on regarde l'exemple du Japon, le manque de main-d'œuvre est un puissant accélérateur de l'adoption de technologies, d'automatisation, etc., qui finalement viennent compléter ces travailleurs qu'on n'a plus. Martin Roman, vous vouliez intervenir ? Moi, j'ai pas trop d'avis sur la question parce que on lit un peu de tout, on lit à droite, à gauche. Voilà, il y a un rapport je crois que c'est le journal du CNRS qui a sorti un document il n'y a pas très longtemps où les chercheurs ont un peu compilé ce qu'ils avaient vu là-dessus, où ils disent que fondamentalement, ça va pas détruire d'emplois, ça va plutôt les transformer, ça va nous faciliter effectivement certaines tâches un peu répétitives, etc. Ça va forcément transformer les choses. Tout à l'heure, je vous parlais de véhicules autonomes.
c'est forcément piloté par l'intelligence artificielle, etc. Donc ça va être des changements de métier. On aura peut-être moins de conducteurs demain, avoir plutôt des gens effectivement en programmation, maintenance informatique, etc. Ça va évoluer. Et puis de l'autre côté, moi je sais pas, quand je lis la presse, alors là je le donne plutôt à titre personnel, mais quand je lis la presse, je vois qu'à un moment donné, il y a quand même des hyper craintes autour de l'IA avec tous les côtés négatifs qu'il peut y avoir. Donc est-ce qu'à un moment donné, on va y aller? Est-ce qu'il va pas y avoir un espèce de rejet sociologique ou sociétal sur le sujet qui va un peu ralentir la chose? Là, je dis juste avec ma casquette plutôt personnelle. Voilà, quand je lis les articles de presse, j'ai le sentiment qu'il y a en ce moment, il y a une interrogation sur cette bulle-là. Ça s'auto-alimente, mais il n'y a pas vraiment de finalisation business derrière pour l'instant. Voilà. Je pense qu'il y a des choses qui vont venir. On voit des choses apparaître quand même, la robotique, effectivement, au Japon, les véhicules autonomes, etc. Jusqu'où ça va aller, jusqu'où la société va l'accepter, point d'interrogation, je ne sais pas trop encore. Voilà, peut-être une dernière question, parce qu'on arrive au terme de notre échange. Voilà, très concrète, là aussi. Tout le monde est conscient que les 50 ans et plus ont besoin d'être maintenus dans l'emploi. Mais comment faire lorsque les entreprises les débauchent souvent en premier, quand il y a des restructurations, et quand on sait que les entreprises ne misent pas sur eux dans leur plan d'embauche? Qui souhaite répondre? Dorothée Rouzet ou Katharina Goulan? Alors, je pense que du point de vue des entreprises, elles ont aussi peur d'avoir une masse salariale assez âgée qui n'est pas capable de s'adapter aux nouveautés. Et à nouveau, c'est aussi aux chefs d'entreprise de comprendre que ces personnes ont de la valeur à apporter à l'entreprise. C'est aussi une question de masse salariale. Normalement, les personnes plus âgées coûtent plus cher que les personnes plus jeunes qui pourraient, entre guillemets, faire le même travail. Donc, si on va vers la flexibilisation, peut-être ils peuvent travailler moins de temps, mais encore être actifs et valuables dans l'entreprise. Donc, à nouveau, je pense qu'on est vers la flexibilisation du marché du travail comme une solution à cette problématique. Dorothée Rouzet, quelque chose à ajouter? Et on conclut. Non, je pense que... peut-être que le sujet va aussi perdre en importance. En tout cas, ça peut être un espoir parce qu'on a quand même un certain nombre de métiers en tension. On a des difficultés de recrutement à pas mal d'endroits. Et donc, en fait, quelque part, à un moment, on peut plus se permettre de discriminer contre les seniors dans le recrutement. On n'en est pas encore là. Hein. Donc, je pense qu'il y a une place qui est un peu dans l'évolution des mentalités. Alors, c'est lent, c'est plus difficile de dire quels sont les leviers que quand on voit un CV d'une personne qui a 55 ans, qu'on ne le mette pas en bas de la pile. Il y a sans doute des démarches à faire dans les pratiques RH là-dessus. Il y a aussi, je pense, là aussi, une question d'anticipation, alors qui commence à être vraiment prise en main par les partenaires sociaux, qui ont d'ailleurs signé un accord interprofessionnel il y a quelques mois sur les questions justement des évolutions de carrière. En fait, il faut que les entreprises qui ont des personnes pour la durée réfléchissent bien en amont à l'évolution des postes, qui leur permettent ensuite, quand la personne arrive à la fin de sa carrière, de ne pas se dire que cette personne va coûter très cher pour avoir moins de valeur ou peut-être être moins capable de faire un certain travail, mais d'avoir réfléchi en amont à comment on fait évoluer les carrières. Et ça, c'est, je dirais, une démarche plus générale qui doit se développer. Et j'ai oublié ce que j'allais dire en plus, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Merci beaucoup encore à vous. On peut vous applaudir. Merci pour vos questions. Bonne suite de journée de l'économie.